tous. Je vous remercie de m'avoir invité pour cette journée d'information. Voilà un petit peu le plan que je vous propose de suivre pour que les choses soient un peu plus claires dans votre tête, parce qu'il va y avoir pas mal de graphes et de données et de chiffres. Pas trop, j'espère. Dans un premier temps, je vais essayer de vous montrer que pratiquer une activité physique de manière régulière, c'est vraiment très intéressant pour beaucoup de choses. Vous le savez, on a parlé de la prévention des maladies cardiovasculaires, de l'ostéoporose, de tout un tas de trucs. Maintenant, il y a des choses qui sortent et qui sont sorties depuis pas mal de temps, mais qui sont vraiment confirmées sur l'impact direct de l'activité physique régulière sur l'incidence et la prévalence des cancers, c'est-à-dire sur la diminution de risque de survenue de certains cancers. Ensuite, on parlera de quelque chose qui concerne peut-être plus les patients qui sont victimes ou en cours de traitement de cancer. Il peut y avoir un effet bénéfique à pratiquer une activité physique quand vous êtes en cours de traitement ou une fois que vous avez été diagnostiqué. Je vais vous donner là aussi quelques chiffres intéressants. Et puis on terminera avec des recommandations pratiques. Alors, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, activité physique et sport, c'est deux choses différentes. L'activité physique, c'est un vocable, on va dire, qui est plus général. La définition de l'activité physique, ce sont des mouvements corporels issus de la contraction des muscles squelettiques, en fait, hein, des muscles striés qui entraînent une dépense énergétique. Voilà. Et alors cette activité physique, elle peut être sur votre lieu de travail, si vous avez un travail un peu physique, par exemple, ou lorsque vous faites votre ménage ou vos activités ménagères, vos courses, vous jardinez, dans les transports, si vous utilisez vos pieds ou vos muscles hein, comme moyen de transport, le vélo, la marche. Et puis, nous, en physiologie, ce qui nous intéresse, c'est qu'on caractérise cette activité physique par sa durée, son intensité, donc sa durée en heures, par exemple, ou en minutes, son intensité faible, modérée, intense, où on a des moyens de critériser ça de manière encore plus subtile, sa fréquence, c'est-à-dire une fois par semaine, 2 fois par semaine, 3 fois par semaine, tous les jours. Et en fait, ce qui nous intéresse au final dans tout ça, et vous allez voir, c'est ce qui va ressortir dans l'exposé, c'est la dépense énergétique, la dépense calorique que ça occasionne. En fait, oubliez les notions de fréquence, de durée, etc. En gros, on peut calculer en quantité de calories dépensées avec l'activité physique. C'est ça qui est finalement un des critères de jugement principaux. Le sport, c'est une activité physique qui est réglementée, qui est institutionnalisée avec des règles, avec des fédérations. Et généralement, c'est plutôt orienté vers la compétition. Donc, vous voyez qu'on s'éloigne quand même assez souvent de la thématique du cancer. Alors, première partie, est-ce qu'il y a des relations entre l'activité physique et sportive, APS, c'est activité physique et sportive, et les cancers? Alors, il y a beaucoup d'études de cohorte et de méta-analyses. Donc, pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très familiers avec ça, une méta-analyse, qu'est-ce que c'est? Parce que vous allez voir des résultats de méta-analyse. C'est une approche statistique où en fait un groupe de chercheurs font une revue de littérature, c'est-à-dire sur un thème donné, sur une question donnée, ils ressortent toutes les études qui ont été faites, ils regardent la qualité des études, c'est-à-dire que par exemple ils ont 300 études sur ce thème et puis ils les classent par ordre de qualité avec des critères très particuliers. Sur ces 300 études, par exemple, ils en retiennent que 25 qui sont vraiment des études de très très bonne facture avec des groupes contrôle qui ont été randomisés, etc. Ce sont souvent des études prospectives. Et en fait, ils poolent les résultats de ces 30 études restantes et ils refont une analyse statistique dessus. L'avantage de ça, c'est qu'au lieu d'avoir un résultat obtenu sur 25 ou 50 ou 100 patients, vous avez un résultat qui est obtenu sur plusieurs milliers de patients. Donc en termes de puissance statistique du résultat que vous sortez, c'est beaucoup plus intéressant et donc ça donne beaucoup plus de poids à l'affirmation que vous allez donner quand vous faites cette méta-analyse. Eh bien, il y a des méta-analyses ou des études de cohorte qui montrent qu'il y a une relation directe entre la survenue de certains cancers. Alors, je ne vais pas tous vous détailler parce que je n'ai pas beaucoup de temps et puis ils n'ont pas tous été étudiés de manière égale, mais les deux champions, on va dire, c'est le cancer du côlon et le cancer du sein. Très clairement, ça, si vous devez retenir qu'un seul truc de mon intervention, c'est ça. Quand vous faites de l'activité physique régulière, vous diminuez votre risque de survenue de cancer du côlon et de cancer du sein. Ça, c'est clairement établi et c'est indiscutable maintenant. Alors, on va essayer de voir un petit peu plus ça en détail. Ça, j'ai pris ça parce que c'est un article qui est sorti dans Cancer juste au début de l'année. Pour ceux d'entre vous qui ne sont pas très anglophones, je trouvais ça assez sympa parce que le titre présentait en fait le cancer comme si c'était une maladie qu'on pouvait attraper, c'est-à-dire presque une maladie contagieuse. On attrape le cancer en restant assis. Donc c'est le côté un peu provocateur du titre, c'est ça. Hein. Et donc dans cet article-là qui est très intéressant, les auteurs détaillent en fait un plan d'action pour essayer de comprendre comment est-ce qu'on peut mieux survivre au cancer ou mieux se préserver du cancer en justement restant pas inactif. Alors, activité physique et cancer du côlon, voilà une grosse méta-analyse. Hein, donc là aussi, ça peut vous paraître un peu compliqué, ne vous laissez pas affoler. À gauche, vous avez toutes les études qui ont été retenues
pour justement faire cette méta-analyse, donc qui traite de, ces études traitent en fait de le cancer du côlon distal. Alors techniquement parlant, le cancer du côlon distal, c'est le côlon gauche et le cancer du sigmoïde. Hein. Eh bien, vous voyez que, en fait, quand on regarde s'il y a une relation, si on diminue le risque de survenue de cancer du côlon distal avec une pratique d'activité physique régulière, quand vous êtes à gauche, les points qui sont à gauche, ça veut dire oui, on diminue le risque. Les points qui sont à droite, ici, non, on ne diminue pas le risque. Et quand on poule toutes ces études, on voit qu'au final, et le chiffre que vous devez retenir, c'est en bas, on a un risque relatif de cette méta-analyse de 0,74, ce qui veut dire qu'en fait, statistiquement parlant, vous avez 26% de chances en moins de faire un cancer du côlon distal si vous avez une activité physique régulière. C'est ce que dit cette méta-analyse. Et pour le cancer du côlon proximal, hein, donc c'est côlon droit et côlon transverse, eh bien on a à peu près les mêmes résultats. Donc c'est quand même important, ça veut dire qu'on diminue la survenue, le risque de survenue de ce cancer de pratiquement un quart lorsqu'on compare les gens qui sont physiquement actifs, régulièrement physiquement actifs, aux gens qui sont sédentaires. Donc ça montre clairement qu'il y a un impact positif de l'activité physique régulière sur la survenue du cancer du côlon. Alors c'est ce que montre donc cette méta-analyse, 27% de réduction du risque. Vous voyez qu'elle avait quand même, c'est l'avantage de la puissance statistique, c'est que là on n'a plus une étude sur 300-400 personnes, c'est plus de 18 000 hommes et femmes qui ont été étudiés. Donc quand on affirme un résultat comme ça, on est relativement serein et tranquille par rapport à la validité du résultat. On avait comparé, donc, comme je vous l'ai dit, les plus actifs versus les moins actifs. Et ce qui était intéressant de voir aussi, je n'ai pas trop le temps de détailler, on verra peut-être ça un peu dans la recommandation pratique tout à l'heure, c'est qu'en fait, il y a un effet dose-réponse. C'est-à-dire que plus vous êtes physiquement actif, plus vous diminuez votre risque de survenue. Hein, donc ça, c'est aussi intéressant à savoir. C'est-à-dire que les plus actifs, les très très actifs, sont mieux protégés que les plus actifs qui sont mieux protégés que les sédentaires. Donc il y a vraiment un effet dose-réponse. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est qu'a priori, il n'y a pas d'effet sur la prévention du cancer du rectum. Hein. Donc on parle que du cancer du côlon ici et éventuellement du sigmoïde. Alors quels sont les... Bien sûr, une fois qu'on a dit ça, ça serait bien d'essayer de comprendre un peu les mécanismes. On les connaît, mais on ne les connaît pas encore complètement. Il y en a probablement plusieurs. Par quel biais, en fait, l'exercice physique régulier exerce son action protective sur la survenue du cancer? Alors, une hypothèse qui est probablement valide, c'est que en fait, les gens qui sont physiquement actifs ont un transit digestif qui est plus régulier, avec un temps de stase des selles dans le côlon qui est réduit, et donc il y a un moindre temps de contact entre les muqueuses coliques, qui sont très très importantes en termes de surface, hein, c'est plusieurs centaines de mètres carrés, hein, c'est des stades de football, hein, okay, et qu'il y a certains agents carcinogéniques. Donc en fait, si vous diminuez ce temps de contact, probablement que vous diminuez le risque de mutation, de cancérogénèse, etc. Il y a certainement aussi, lié à l'activité physique régulière, une modification du climat hormonal, pour faire simple. Donc il y a certaines hormones comme l'insuline ou l'IGF-1, qui est une hormone, qui est un facteur de croissance qui est proche de l'insuline, qui sont favorablement modifiés par l'exercice physique régulier, qui là aussi vont exercer probablement leur action protectrice, entre guillemets, par rapport à la survenue d'un cancer du côlon. Et puis, et là je vais y passer un petit peu de temps parce que ça c'est les dernières nouveautés en termes de recherche scientifique, c'est très intéressant, la réduction de l'adiposité abdominale, on en a parlé tout à l'heure, on a vu que pour les chirurgiens c'était un gros problème aux États-Unis, et croyez-moi, c'est pas qu'un problème de voie d'abord chirurgicale, c'est un énorme problème de santé publique, et je vais vous expliquer pourquoi tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'en fait, lorsque vous avez du gras en position péri-abdominale, c'est-à-dire la brioche ici, hein, on s'en fiche du gras qui est là, il est pas grave celui-là. Esthétiquement parlant, il n'est pas terrible, mesdames, mais il vous protège et il ne vous fera jamais de mal. Par contre, le gras péri-abdominal, hein, celui-ci est extrêmement dangereux. Pourquoi? Parce qu'il génère une inflammation chronique de bas grade qui est génératrice elle-même de tout un tas de pathologies. Et bien, lorsque vous faites une activité physique régulière, vous limitez justement cette inflammation. Alors là, ça c'est un papier qu'on avait publié dans une, je suis désolé, c'est en anglais, dans une revue de littérature il y a une année. En fait, le cercle vicieux, en gros, c'est ça, c'est que l'inactivité physique fait la promotion de l'adiposité abdominale, c'est-à-dire de l'augmentation du gras autour des viscères en particulier. Au niveau de ce gras, vous avez une infiltration de certains globules blancs qui sont les macrophages, qui sont des cellules un peu particulières, je vous en dirai tout à l'heure, et qui entretiennent une inflammation de bas grade. Hein, c'est-à-dire, tout à l'heure on vous a parlé du dosage de la PSA,
du PSA, il y a un autre marqueur qu'on appelle le CRP, peut-être vous avez vu ça passer sur des bilans biologiques, qui est un marqueur d'inflammation. Eh bien, vous avez un CRP qui est légèrement augmenté. Ça veut dire que vous avez une inflammation systémique, une inflammation générale dans le corps. Eh bien, cette inflammation fait le lit de tout un tas de pathologies. Là, je vous parle aujourd'hui juste des cancers, mais des maladies cardiovasculaires, du diabète de type 2, et des problèmes psychologiques ou psychiatriques, de la dépression et de la démence. Maintenant, il y a des études scientifiques qui montrent formellement que cette inflammation chronique est extrêmement toxique pour tout un tas d'organes, pour tout un tas, et génératrice de tout un tas de maladies. Donc il faut absolument lutter contre cette inflammation, et l'activité physique est une possibilité, est une arme pour lutter contre cette inflammation. Ça, je pense que ça va vous plaire aussi. Cancer du sein. Est-ce que les femmes de ménage sont plus protégées du cancer du sein que les autres? Je ne sais pas, il faudrait peut-être faire une étude. C'était un petit clin d'œil un peu satirique. Effectivement, là aussi, il y a une relation directe entre l'active chez la femme qui est physiquement active. Elle a beaucoup moins de cancer du sein que la femme qui est sédentaire. Là aussi, il y a donc une réduction du risque pour une femme active de développer un cancer du sein. Là aussi, les preuves sont indiscutables. Des 87 études de cohorte, en gros, quand vous les compilez, vous avez une réduction de l'ordre de 25% du risque, qui n'est pas négligeable. Encore une fois, c'est un quart des femmes. Lorsque vous comparez les plus actives versus les moins actives et les sédentaires. Là aussi, il y a une relation dose-réponse, c'est-à-dire que plus vous êtes physiquement active en quantité, en durée, mais aussi en intensité de l'effort, c'est-à-dire si vous faites des efforts un peu plus intenses, vous êtes encore plus protégé que celles qui font des efforts plus courts et moins intenses. Pas trop rentrer, vous assommer de chiffres, mais en fait, c'est pour vous montrer qu'il y a bien effectivement un effet dose-réponse, puisque lorsqu'on compare, vous voyez, 42 mètres/heure par semaine, alors c'est un peu compliqué à expliquer, c'est la manière dont les Nord-Américains quantifient la dépense énergétique que vous faites à l'effort. C'est grosso modo, ils ont comparé des femmes qui dépensaient en exercice physique 2650 calories par semaine, versus moins de 440 calories. Pour vous fixer un peu les idées, 2650 calories par semaine, c'est une femme qui courrait 1 heure 5 à 6 fois par semaine, c'est-à-dire qui fait pratiquement 1 heure de footing 5 fois par semaine, 4 à 5 fois par semaine. Il y en a, hein. Il y en a. Moi, dans mes patientes, j'ai beaucoup de femmes de 45, 50, 60 ans qui sont dans des clubs de running et qui courent et qui sont des addicts. Ces femmes-là sont beaucoup plus protégées que les femmes qui sont sédentaires par rapport à la survenue de cancer du sein. Je vous rassure, vous n'avez pas besoin d'aller courir 1 heure tous les jours pour être protégé. Hein, c'est ce qu'on va voir après. Si vous faites 1 heure, c'est bien, mais vous pouvez être protégé en faisant juste 2 fois ou 3 fois par semaine, 30 minutes. Hein. Alors, en particulier dans cette étude, il y a des facteurs déterminants qui sont intéressants. C'est que, ça je vous l'ai montré, c'est un peu technique, mais c'est issu là aussi de la méta-analyse. C'est qu'en fait, on a l'impression que cet effet protecteur de l'activité physique sur le cancer du sein, il est encore plus important chez les femmes préménopausées. D'accord ? Il est encore plus important chez les femmes qui ont un indice de masse corporelle inférieur à 25. Alors là aussi, je ne suis peut-être pas très familier avec ça. L'indice de masse corporelle, c'est le poids que divise la taille au carré. Lorsqu'on a un indice de masse corporelle supérieur à 30, on est obèse. Lorsqu'on a un indice de masse corporelle supérieur à 27, on est en surpoids. Donc il faut être en dessous de 27 et si possible même en dessous de 25. Eh bien vous voyez qu'en fait, les femmes préménopausées, pas grosses, sont celles qui bénéficient le plus de l'effet de l'activité physique régulière sur la prévention du cancer du sein. Il y a aussi des marqueurs, mais ça c'est un peu technique, c'est de la cancérologie un peu technique. Vous savez que sur les cancers du sein, maintenant on regarde les marqueurs aux œstrogènes, au progestérone. Si vous avez des marqueurs négatifs, là aussi, c'est un critère de bon pronostic. Alors, donc ça c'est pour vous montrer l'effet de l'intensité d'exercice, peu importe. Vous voyez qu'une femme qui va faire 7 heures d'activité physique modérée à vigoureuse par semaine, eh bien, elle va avoir son risque relatif de cancer du sein à 0, je crois que je suis à 0,86 à peu près. Donc, grosso modo, voilà, 0,87. 7 heures, retenez ça, 7 heures d'activité physique par semaine, eh bien, elle diminue de 13% son risque d'avoir un cancer du sein. Sur le cancer du sein, qui a été probablement le plus étudié, des études épidémiologiques vous montrent, et là aussi, c'est quand même, regardez les chiffres, c'est quand même assez intéressant. Étude prospective, 20 à 79 ans avec cancer du sein invasif. On a comparé des femmes qui faisaient de l'activité physique régulière
assez régulière, on va dire, hein, c'est grosso modo 2 à 3 heures d'activité par semaine, versus des sédentaires, on réduit la mortalité de 49%. C'est énorme, hein. C'est énorme. Okay. Une étude qui est très connue dans le domaine de la cardiologie ou de la cancérologie, parce que c'est la Nurse Health Study, c'est une étude de cohorte en fait d'infirmières nord-américaines qui depuis je ne sais plus combien d'années, maintenant 10 ans, 15 ans, 20 ans, sont étudiées pour tout et n'importe quoi. Et en fait c'est très très important parce que ces femmes-là, c'est une cohorte qu'on étudie pour tout un tas de choses. Et bien là aussi, cette étude montre que lorsqu'on compare dans cette population d'infirmières, celles qui sont actives, c'est-à-dire, vous voyez, c'est pas énorme, hein, 560 calories par semaine. 560 calories par semaine, pour vous donner un ordre d'idée, c'est 2 fois 30 minutes de course à pied par semaine. Ok, c'est pas la mer à boire, hein, l'activité physique. Eh bien, celles qui font plus que 560 calories versus celles qui font moins, vous diminuez le risque relatif, vous diminuez le risque de 37%. Ok ? De survenue, donc là on parle de récidive, c'est-à-dire de gens qui ont déjà eu un cancer du sein et qui vont refaire des complications ou des récidives à distance. Donc vous voyez qu'il y a un effet non seulement préventif, mais il y a un effet protecteur même une fois que le cancer a été déclaré et quand les gens sont traités. Alors, sur les cancers en général, bien sûr, vous savez que le traitement du cancer est associé à tout un tas de choses pas très agréables, notamment une fatigue au moment de la chimiothérapie, de la radiothérapie, et c'est souvent un des symptômes dont les patients se plaignent le plus. Hein, ils sont sur les rotules, ils sont fatigués, psychologiquement ça ne va pas, ils ont le moral dans les chaussettes. C'est un paramètre qui a été plus qu'étudié, puisque vous voyez une revue de 56 études donc, qui inclut plus de 4000 patients. Et bien là aussi, il y a un effet bénéfique sur la fatigue perçue de 27%. Ça peut paraître surprenant, c'est-à-dire qu'un patient qui est en train de faire une chimiothérapie ou qui a un cancer, on a plutôt envie de le laisser tranquille, quoi. On n'a pas envie d'aller lui dire « Allez, tiens, tu mets ton short, tes baskets et puis tu vas aller marcher ». Et bien pourtant, si vous arrivez à le convaincre de faire ça, il aura un bénéfice, non seulement on a vu sur la survie, etc., mais même sur son mieux-être. Hein, ça, c'est très très important. Ça marche particulièrement sur le cancer du sein, le cancer de la prostate. Ça ne marche pas sur les hémopathies pour des raisons qui sont assez faciles à comprendre. C'est-à-dire les hémopathies, c'est les cancers liquides, les lymphomes, les leucémies, etc. Ça marche pendant ou après le traitement, c'est-à-dire que le sujet soit sous traitement ou juste après son traitement. Ça marche surtout si on fait des exercices de type aérobie. Aérobie, c'est l'exercice qu'on appelle d'endurance. Donc de la marche assez prolongée, de la natation, du vélo doucement, des choses comme ça. Hein. Ça ne marche pas pour les exercices anaérobies, c'est-à-dire les exercices de renforcement musculaire. La musculation, là en l'occurrence, on parle de la prévention de la fatigue, hein, d'accord, dans les gens qui ont un cancer déjà déclaré ou qui vient de se déclarer ou qui a été traité. On n'a pas d'effet, donc il faut plutôt privilégier des efforts réguliers, peu intenses, de type aérobie. Alors, dernière partie, les recommandations pratiques. Je pense qu'elles coulent de source, après ce que je vous ai un petit peu dit. Vous savez qu'il y a des recommandations pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Ça traîne partout dans tous les livres, hein, de l'activité physique qui aide à prévenir les maladies cardiovasculaires. Les nouvelles recommandations, c'est 30 minutes d'activité physique et sportive par jour. Alors ça peut être aller à pied pour aller au travail, amener ses enfants à la crèche à pied et pas en voiture, enfin tout un tas de choses comme ça. Eh bien vous avez à ce moment-là un effet évident sur la prévention, la survenue de maladies cardiovasculaires. Ces 30 minutes peuvent faire fractionner en parties de 10 minutes. C'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de faire 30 minutes d'affilée, vous pouvez faire 3 fois 10 minutes et vous aurez le même effet bénéfique. Eh bien, on peut imaginer, même s'il n'y a pas de recommandation définitive, que si on applique ces mêmes recommandations de protection cardiovasculaire sur les survenues des cancers, on aura des effets tout à fait intéressants. C'est ce que je vous ai montré avec les études précédentes. Hein. Donc, je pense que si vous retenez 30 minutes d'activité modérée par jour, encore une fois, ce n'est pas forcément du sport, soyez simplement moins sédentaire, vous allez avoir un effet bénéfique, plutôt des exercices de type aérobie. Rappelez-vous qu'il y a un effet dose-réponse, plus vous faites, mieux c'est. Et il y a aussi un effet d'intensité, plus vous faites intense, mieux c'est. Quand il y a un traitement en cours, que le cancer est déclaré ou qu'on est en phase de rémission, là aussi il y a un effet positif, je vous l'ai dit. Sur le plan pratique, il faut se donner des objectifs modestes. Il ne s'agit pas d'aller faire les performances qu'on faisait il y a 3 ans, 5 ans quand on n'avait pas de maladie. Hein, mais il faut faire quelque chose, même avec un faible volume de travail, il y a un effet bénéfique. Hein, et vous voyez par exemple, 560 calories de dépenses par semaine, je vous ai dit, c'est pas grand-chose, hein, c'est 2 fois 30 minutes de footing ou c'est 1 heure de marche, c'est pas grand-chose qui peut être segmenté en 2-3 fois.
eh bien vous avez un effet intéressant, par exemple, ça c'est sur le sein. Donc vous voyez, c'est 2 fois 45 minutes ou 3 fois 30 minutes de marche par semaine. C'est pas des choses monumentales à faire. Okay. Il faut bien sûr juger de la tolérance de ce truc-là. Il faut que ça soit fait sous contrôle médical ou paramédical, ça paraît évident, c'est sûr qu'il faut en parler à son oncologue, à son équipe de traitement. Il faut aussi connaître les contre-indications, c'est-à-dire que quand vous êtes en cours de traitement, il est hors de question d'aller faire un exercice physique si vous avez un taux de plaquettes bas, des saignements, un épisode infectieux, de la température, des risques de déshydratation parce que la chimiothérapie vous fait vomir ou vous avez de la diarrhée. Donc bien sûr, vous n'allez pas faire d'exercice physique à ce moment-là. Si vous avez des métastases osseuses avec un risque au niveau de votre squelette, de fractures, de chutes, de choses comme ça, des troubles de la conscience ou des troubles circulatoires. Ça, c'est des choses qui sont à savoir. Heureusement, tous les patients ne sont pas dans cette situation-là. Donc quand vous n'êtes pas dans cette situation-là, vous pouvez leur proposer, pendant ou juste après le traitement, de faire ce type d'activité physique. Il faut pratiquer en groupe. Je pense que c'est mieux. Il faut qu'il y ait un encadrement médical et paramédical, et là ça pose une problématique qui est à mon avis réelle. Là je vous renvoie la question, est-ce que vous avez vraiment des structures pour ça? Pas trop. Est-ce qu'il y a des compétences pour ça? Il y en a mais pas tant que ça. C'est-à-dire qu'est-ce qu'il y a quand même des gens qui sont des préparateurs physiques ou des coachs ou des professeurs d'éducation physique ou des infirmiers qui sont à la fois compétents dans le domaine du traitement du cancer, ce qu'ils ont besoin de savoir en vernis, et dans le domaine de l'activité physique et de dispenser un programme d'activité physique. Il faut, je pense, travailler en réseau. Alors, il y a des initiatives, j'ai trouvé ça un peu sur le net, c'est très intéressant, peut-être vous connaissez ça. Il y a une association qui s'appelle CAMI, qui traite le cancer avec les arts martiaux. Et d'ailleurs, ça a fait l'initiative d'un oncologue, qui est le docteur Bourrier à Paris. Donc ils ont un site qui est très bien fait, allez voir sportetcancer.com, c'est pas mal. Et il y a aussi, ces gens-là ont développé à Paris un diplôme universitaire sport et cancer, c'est-à-dire qu'ils forment des gens qui ne sont pas des médecins, qui sont des professeurs d'éducation physique, des kinésithérapeutes, pour intervenir auprès de ces populations. Donc là ça répond, je pense, vraiment à une demande qui va être grandissante, parce que ça ne sert à rien de vous dire faites de l'activité physique s'il n'y a personne pour vous aider à le faire, ou s'il n'y a personne pour aider nos patients à le faire, ça sera un message qui va tomber, ça sera un coup d'épée dans l'eau. Voilà, je vous remercie pour votre attention. Je me permets de vous féliciter pour la clarté de votre présentation et je voudrais revenir donc sur un élément sans vouloir paraître obnubilé par la question. C'est-à-dire dans l'activité physique que vous décrivez, il y a une baisse de la liposité et de l'adiposité et on sait très bien que c'est le siège un siège important de la fabrication des œstrogènes. Donc c'est une diminution et que si vous voulez, toutes les danseuses classiques sont aménorrhéiques puisqu'elles n'ont aucune masse lipidique. Et la deuxième chose, c'est que cette activité physique favorise également l'ostéogénèse. Et donc on retrouve dans ce que vous nous avez dit, ce qui a été dit un petit peu ce matin, sur les anti-œstrogéniques et sur les ostéogéniques, que sont le tamoxifène, le raloxifène et le biphosphonates. Donc on retrouve, il me semble, dans votre présentation, tous les avantages des éléments médicaux prescrits en prévention. Et la deuxième chose, alors qui m'a énormément frappé, donc ça joue sur la prévalence du cancer du sein, mais la deuxième chose qui m'a vraiment frappé, c'est la prévention des récidives. Vous dites qu'on obtient une réduction des récidives de l'ordre de 49% par une activité physique pas intense mais quand même soutenue. Quand on sait que la chimiothérapie réduit de 25% ce risque de récidive, on mesure toute l'importance de la chose et il ne viendrait jamais à l'idée de contre-indiquer un traitement de chimiothérapie. Et donc, plutôt, ce que vous suggérez, c'est-à-dire association chimiothérapie, activité physique associée. Et enfin, c'est un tout petit problème personnel et anecdotique, c'est quand vous parlez de la marche, de quel type de marche vous parlez, puisque quand je marche avec ma femme, moi j'ai un pas de sénateur, et ma femme a un pas ultra dynamique, et c'est un objet de discussion entre nous, prétendant que ma marche ne sert à rien. Vous avez beaucoup de chance parce que généralement c'est le contraire. Les femmes marchent lentement parce qu'elles font du shopping et elles amènent leur mari. Donc mais non, marche 4,5 km/h, une marche un petit peu soutenue, quoi, entre 4 et 5 km/h. Hein?
c'est un très bon exercice la marche.